Mesdames, Messieurs, donc une autre présentation sur un problème qui n'est pas très fréquent mais récurrent, sur le glaucome chez l'enfant. Donc je vais d'abord présenter un cas clinique, puis ensuite le professeur Collignon et le professeur Rouland interviendront. Donc c'est une enfant que l'on suit depuis plusieurs années avec le docteur Santiago. Dès l'âge de 6 ans, son père nous l'a amené parce que lui-même est atteint d'un glaucome juvénile, diagnostiqué et traité depuis l'âge de 10 ans et stabilisé par Collir. Donc la première consultation de cette petite fille, 10/10e, tonomètre AR quand même 28-26 la première fois. Aplanation, elle était gentille, on a pu lui faire 29-26. L'examen de segmentaire est normal, la gonioscopie a pu être réalisée également. Pas de digénésie, paqui, donc classique, 540-539. Donc voilà l'aspect des papilles que nous avons considéré comme normal sur les deux yeux. L'HRT, puisque à l'époque on utilisait surtout l'HRT, considéré comme normal à droite limite au niveau de l'œil gauche. On décide de la revoir 3 mois plus tard et elle a une succession de mesures sur une journée complète. Et on voit qu'au niveau des deux yeux, en fait, le tonus évolue entre 19 et 28 sur les deux yeux. Il est décidé de la traiter par bêta-bloquant. On la revoit 6 mois plus tard. Donc, sous bêta-bloquant, le tonus est bien équilibré. Le champ visuel Goldman est normal. Donc, les deux premières questions pour... tu vas venir pour le professeur Collignon, c'est existe-t-il une pression cible chez l'enfant et laquelle? Et les abacs de pachymétrie sont-elles utilisables? Merci, Xavier. Bon, il est certain que diagnostiquer un glaucome chez l'enfant reste très délicat et très important. Il n'est pas rare de trouver parfois dans sa consultation des patients jeunes, au-delà de 3 ans ou 10 ans, et qui viennent avec une histoire d'une hypertonie. Quand on interroge, souvent ça a été pris avec le tonomètre à l'air pulsé. Ça se complique une fois que c'est avec l'image d'un fond d'œil au fond d'œil d'une papille escavée, et surtout dans un contexte familial de glaucome, parfois chez la grand-maman, et aggravé par l'inquiétude des parents. Alors, je remercie le docteur Hélène Bresson de m'avoir fait partager son expérience et notamment sur base de cette diapositive concernant la pression cible. En effet, il n'y a pas d'ABAC ou de norme de pression intraoculaire chez l'enfant. Toutefois, s'en dégage dans 2 des publications que je cite une tentative de calcul d'une pression intraoculaire moyenne selon l'âge, dont vous pouvez découvrir la formule et qui peut servir peut-être de base normative dans votre calcul. Toutefois, la pression cible, forcément, c'est comme chez l'adulte, elle dépendra du stade de la maladie à laquelle vous allez faire le diagnostic, la pression intraoculaire avant l'initiation du traitement, et surtout, ça c'est un des points majeurs, donc je l'ai mis en gras, l'âge auquel vous faites le diagnostic et l'espérance de vie du patient qui est a priori excessivement longue. Et donc, le suivi est évidemment très important tout au long de cette vie, tout en considérant bien sûr les effets secondaires des traitements et les préférences des patients, puisqu'il est certain que de commencer des collyres ou de commencer à mettre 2 fois des gouttes par jour chez un enfant est probablement plus difficile à instaurer que chez l'adulte. Donc forcément, vu la longue espérance de vie, la tension la plus basse sera toujours la meilleure. Les méthodologies, vous les connaissez, vous connaissez leurs avantages et leurs inconvénients. On peut en tout cas en déduire ou en dire que le tonomètre AR ou l'ICARE ont tendance à surestimer les tensions ainsi mesurées, liées à différents facteurs, dont fait partie bien sûr le blépharospasme, la gêne que chacune de ces méthodes pourrait éventuellement donner. En cas de doute, en tout cas, on recommande qu'il ne faut jamais hésiter à endormir le patient pour avoir en tout cas une pression de base à l'entrée. Mais à partir du moment où il y a une relation de confiance qui va s'installer entre l'enfant et vous-même, vous allez pouvoir pratiquement, peut-être tout doucement, lui faire subir l'examen autonomètre Goldman, qui reste un examen fort difficile et probablement pas envisageable avant 4-5 ans. Il faut toujours corréler
forcément ces mesures à la pachymétrie cornéenne, qui reste un élément majeur dans l'évaluation de votre pression intraoculaire, comme le souligne, et vous le connaissez maintenant par cœur, les nombreuses études multicentriques dont fait partie le HOATS, qui a mis en avant bien sûr le rôle fondamental de la pression intraoculaire, mais celui aussi de la pachymétrie ou l'épaisseur de cornée. Alors la seconde question était, existe-t-il des abacs de pachymétrie chez l'enfant? Je vais peut-être vous répondre simplement non. Il n'y en a pas une qui est reconnue internationalement. Il y a eu des études qui ont tenté de l'approcher, en tout cas de l'étudier. On peut dire qu'en moyenne, elle ressemble très fortement à partir de 5 ans à celle de l'adulte. Effectivement, il y a une augmentation d'épaisseur de la cornée jusqu'à 5 ans. Il y aurait des variations selon le sexe, l'âge du patient, la réfraction et l'ethnie. Il est certain que le facteur limitant à l'appréciation d'une pachymétrie est de savoir ce qu'on va en faire. Comment va-t-on corriger notre pression intraoculaire mesurée? Il n'y a pas non plus encore de formule standard, ou en tout cas internationalement réputée, pour corriger votre pression ainsi mesurée par rapport à la pachymétrie. Donc, particulièrement, j'attire votre attention que ici, la pachymétrie est sur une cornée, on va dire, jeune, et donc probablement l'hystérésis, donc cette élasticité au niveau cornée, est probablement un tout petit peu plus grande compte tenu de l'organisation du stroma cornéen chez les enfants. Et dès lors, les formules qui ont été ainsi décrites, et personnellement j'utilise celle de Doughty, peuvent être un moyen d'approcher la sur- ou sous-estimation de cette pression intraoculaire, mais il ne faut pas s'y arrêter de manière trop mathématique. Parce que, effectivement, devant deux cornées épaisses, si l'une est claire et l'autre un tout petit peu plus œdémateuse, comme on peut avoir chez certains patients en cas de forte pression intraoculaire, vous pouvez avoir une petite œdème stromale, mais la première va peut-être surestimer, alors qu'en cas d'œdème, nous aurons une sous-estimation. Donc, l'épaisseur de la cornée n'apporte pas la réponse complète à la correction, en tout cas, de la pression intraoculaire. Je laisse poser la deuxième partie de la question à Xavier. Je vais compléter la question. Donc, quels sont les examens utilisables complémentaires? L'aspect de la papille, le champ visuel dès l'âge de 6 ans est-il utilisable et lequel? Tous les appareils d'imagerie sont-ils utilisables, et en particulier l'OCT? Et le tonus AR, est-ce que c'est vraiment fiable à 6 ans? Voilà, pour la dernière partie de la question, je pense qu'on l'a déjà bien abordé. Bien sûr qu'on ne peut considérer la mesure de la pression intraoculaire avec l'une ou l'autre méthodologie, mais elle n'est comparable que si vous utilisez tout le temps la même méthodologie. Et si, a fortiori, c'est le même technicien ou examinateur qui prend la mesure, mettant ainsi à l'aise le patient ainsi sujet de votre examen. Donc, bien sûr, tout comme ce serait une remarque que je ferais pour le champ visuel, vous pouvez en tout cas utiliser des valeurs et qu'elles ne soient comparables dans le temps que si vous utilisez la même méthodologie lors de la mesure. Donc l'aspect du nerf optique, particulièrement chez l'enfant, peut-être plus facile à examiner puisque vous avez a fortiori des milieux très clairs, mais un point important dans l'analyse de votre papille est sa taille. Bien sûr que en fonction de la taille de la papille, l'excavation vous paraîtra plus ou moins grande. Et donc, je remets en avant la première diapositive. Il n'est pas rare de rencontrer des petits patients avec des tensions limites, souvent avec une large excavation. C'est souvent ceux-là que vous allez voir en premier. Et a fortiori, si en plus vous vous rendez compte que dans la famille, l'excavation se retrouve aussi chez les parents ou la fratrie du sujet, vous pourriez peut-être un tout petit peu plus vous détendre sur la manière de manager ce patient. Donc on considère une petite papille comme présentant un diamètre inférieur à 1,2, alors que la large est supérieure de 1,8. Une manière très facile, et ça, je pense que maintenant tout le monde demain l'utiliser, c'est d'utiliser notre lampe à fendre en mesurant la taille, la hauteur verticale ici, en millimètres que vous retrouvez sur la règle
de votre lampe à fente et bien appliquer, bien sûr, le facteur correcteur en fonction de la loupe que vous allez utiliser. Maintenant, si vous utilisez toujours la même loupe, ce facteur n'est pas à toujours considérer. Alors, juste pour souligner qu'au-delà de la taille, on va regarder ensuite l'anneau neurorétinien pour voir si la règle isontite, comme le diraient nos amis anglo-saxons, donc savoir si l'épaisseur de l'anneau neurorétinien inférieur est supérieur au supérieur, lui-même plus épais en nasal et ensuite temporal. Une fois qu'on aura terminé notre attention particulière au niveau de l'anneau neurorétinien et non pas ici particulièrement à l'excavation puisque elle est fonction de la taille du disque, vous regardez la zone péripapillaire, ensuite les couches de fibres nerveuses, la lame criblée qui peut avoir des aspects particuliers de colobome ou alors d'augmentation du port de la lame criblée. Et ne pas oublier, mais c'est beaucoup plus rare, la petite hémorragie en flamèche au bord de la papille. Comme je vous le disais, comparer l'imagerie du fond d'œil du sujet que vous êtes en train d'examiner avec celui de la fratrie ou des ascendants du patient, ne pas considérer les petites pertes de fibres qui ne sont pas ici dans ce cas présent fort larges. Elles ne sont significatives que si elles dépassent au moins 2 diamètres d'une des artères adjacentes. Et bien sûr, collecter dans le dossier ces données qui vont vous être excessivement précieuses, à savoir l'imagerie de bonne qualité du fond d'œil et ainsi que toutes les imageries digitalisées dont vous disposez dans votre service, que ce soit l'OCT du nerf optique ou l'HRT, comme Xavier a montré un exemple, ou je dirais tout simplement une imagerie en couleur de ce fond d'œil. Venons-en à l'aspect du champ visuel. Comme vous savez, tout dépendra de l'âge du sujet. On commence toujours par un Goldman, c'est beaucoup plus familier. On peut voir si le patient reste attentif à fixer le point de fixation, mais il faut très rapidement le familiariser avec les techniques automatisées. En tout cas, commencer à lui expliquer et qu'il entreprenne le plus vite possible sa courbe d'apprentissage. Le faire d'abord en binoculaire, ne pas commencer à cacher un œil parce qu'il va être un petit peu perturbé. Utiliser les programmes d'abord très rapides et puis le refaire progressivement, régulièrement. Et dans ce cas particulier, vous n'aurez pas de base normative. Donc, la seule norme que vous aurez est la baseline que vous aurez étudiée chez votre patient en particulier et sur lequel vous ferez votre analyse comparative au cours du temps. Voilà pourquoi la courbe d'apprentissage doit être faite le plus rapidement possible, puisque vous voyez dans le premier exemple que la sensibilité, en tout cas du champ visuel au centre, est toujours meilleure qu'en périphérie. Il ne s'agit pas ici d'un rétrécissement concentrique, simplement le sujet va faire très attention à cette croix de fixation, ne va prendre que ce point de fixation comme repère, mais ne va pas du tout tenir compte des petits points de stimuli périphériques. Et progressivement, il va apprendre que tous les points qui lui seront présentés, et seuls ceux-là, devront être pris pour cible, ou en tout cas pris en compte. Très souvent, chez les enfants également, comme ils sont habitués aux consoles, aux jeux électroniques et aux éléments sonores qui accompagnent ceux-ci, il en sera de même au niveau du champ visuel, donc bien leur expliquer, ou alors simplement éteindre le bruit, que chez ces patients, il ne faut pas répondre au bruit lié au stimuli, mais seulement lorsque celui-ci sera lumineux, ou sinon vous aurez ce qu'on appelle en anglais le happy trigger. Et alors avoir un petit scotome blanc. Aussi, élément important, l'analyse des pupilles, des pupilles, qui seront en moyenne souvent un peu plus larges que celles des adultes et qui peuvent avoir un impact sur le déficit du champ visuel. J'en termine pour la mise au point du patient. Sur l'analyse de l'angle, on le ressoulignera, mais dans un glaucome dit juvénile, c'est-à-dire dans le cas présent de notre patient qui est entre le stade infantile, voire juvénile, puisque son histoire commence à 6 ans, souvent l'angle est qualifié de normal. Mais la classification de la trabéculodigénésie dépend de cette immaturité de l'angle. Et c'est vrai que de manière peut-être plus simplifiée, on distingue le glaucome avant 3 ans, jusqu'au moment où cette sclère ou le collagène scléral devient rigide, et puis le glaucome après 3 ans.
Ici, dans cette classification, on fait encore une distinction entre l'infantile et le juvénile, dépendant de l'âge. Pourquoi l'âge? Parce que c'est l'âge du diagnostic et qui dépendra de l'immaturité de l'angle en question. Donc plus cet angle sera qualifié immature, peu différencié, plus le glaucome apparaîtra tôt. Alors voilà, on peut admettre que quelques petites spicules comme ça soient encore dans la norme, mais il ne faut pas qu'elles soient trop nombreuses ni trop étendues, comme vous le voyez dans la dia en bas à gauche, ainsi que la dia en bas à droite, alors que ici, c'est un glaucome congénital avec un comblement total de l'angle, le fermant complètement. Xavier, je te laisse la parole. Donc on la suit. On la suit régulièrement, elle est sous bêta-bloquant, donc on est passé progressivement de la HRT à l'OCT. Elle est tout à fait stable sur toute l'imagerie. Diapositive suivante. Donc la question dans un suivi cette fois-ci, quelle est la meilleure technique ou les meilleures techniques pour suivre un enfant entre 6 ans et 20 ans toute sa vie, toujours pareil, aplanation, aspect de la papille, champ visuel et RNFL. Je pense que la réponse peut être très simple. Tout ce qu'on peut collecter comme données reste à apprendre, rien n'est à jeter. Donc, je pense qu'ici, avec la technologie dont on dispose en clinique, et ça commence à être répandu dans beaucoup de centres, nous devons en tout cas soumettre nos petits patients, parce qu'ils aiment encore bien l'imagerie, en tout cas le suivi sur base de l'imagerie de la papille, mais également associé à l'OCT. Pourquoi l'OCT? Parce qu'il y a maintenant des programmes d'analyse de progression qui sont actuellement relativement bien mis au point et qui nous permettent d'étudier très rapidement cette pente de progression, si du moins celle-ci existe, et de pouvoir ainsi la mettre en évidence, cette progression, rapidement. Il en est de même pour le champ visuel. Comme vous le voyez, plus vous allez multiplier ceci, plus la probabilité et ce taux de progression pourra être analysé tôt. Il est essentiel également dans ces logiciels, si vous, en fonction du management que vous allez avoir avec un patient en particulier, de changer la baseline au cours du suivi, puisque vous êtes parti pour probablement plus de 50 ans de suivi, je ne pouvais pas évidemment mettre, mais peut-être bien plus, et que s'il y a un nouveau traitement que vous appliquez, ne pas garder la même baseline tout au long du suivi. S'il y a eu un taux de progression qui vous a fait changer l'attitude thérapeutique, il faut recalculer une seconde baseline. Et ce qui est élégant ici dans ce suivi, la qualité de la photo n'est peut-être pas parfaite, mais vous pouvez coupler durant ce suivi les analyses du champ visuel en VIF, mais également la courbe de la pression intraoculaire, toujours en insistant sur le fait que le plus possible avec la même méthodologie et en même temps de pouvoir peut-être le mesurer à peu près au même moment de la période nictémérale. Je laisse la suite à Xavier. Je vous remercie. Donc nous la suivons régulièrement. Et puis nous apprenons avec surprise, lors d'une consultation de contrôle régulièrement, que 3-4 mois auparavant, elle a fait en fait un lymphome lymphoblastique avec localisation médiastinale et qu'elle a eu un traitement assez lourd de chimiothérapie. Et dans le traitement, on a retracé l'ensemble de ce qu'elle avait pris. On s'est aperçu qu'elle avait eu de la corticothérapie à très haute dose pendant plusieurs mois et qu'entre le début de la corticothérapie et la première consultation après le début de la corticothérapie, c'est passé au minimum 3-4 mois. Elle est toujours sous bêta-bloquant et là, effectivement, le tonus AR à aplanation augmente puisqu'à l'aplanation, elle est à 28 sur les 2 yeux. On remarque une dégradation du GPA à l'OCT brutale. Très surpris devant cette dégradation, on vérifie avec un autre appareil, un autre OCT, s'il y a également la même dégradation, c'est confirmé. Le champ visuel qu'elle avait régulièrement, on remarque également sur les 2 yeux une dégradation un petit peu plus importante sur un œil que sur un autre, avec le début de la corticothérapie. Donc, pour ce cas précis, visiblement, la maladie glaucomateuse s'est brutalement aggravée. Est-ce que c'est la corticothérapie? Deuxième sous-question, finalement, pour ces glaucomes congénitaux, est-ce que vraiment les bêta-bloquants sont le traitement de première intention chez l'enfant? Et s'il y a aggravation, quelle association thérapeutique? Merci Xavier. Antoine, tu m'arrêtes dans 3 minutes.
Alors cet enfant de 6 ans, j'ai repris la diapositive sur les antécédents familiaux. On est dans le contexte d'un glaucome juvénile, et de façon tout à fait intéressante, dommage pour le symbole n'est pas passé, les bêta-bloquants depuis l'âge de 10 ans. Donc on est dans une forme familiale de glaucome, traité par bêta-bloquants, et la première question, j'aimerais connaître, c'est le statut visuel du père, parce que si le père a la même pathologie, qu'en est-il au jour d'aujourd'hui, 20 ou 30 ans plus tard, avec un seul traitement par bêta-bloquant? Ceci nous orientera dans notre stratégie. Il faut forcément, dans ces glaucomes juvéniles, faire un arbre généalogique, et on est tout à fait habitué dans notre région du Nord, ou à Marquise, qui est le site où les deux personnes qui ont initié cette pathologie du glaucome juvénile, GLCA positif, ont été dépistées et décrits. Et dans le service de Lille, on a de très nombreux arbres généalogiques très argumentés sur cette notion de cécité. Et donc l'arbre généalogique, dans les familles de glaucome juvénile, les parents et les ascendants savent qu'il existe des patients aveugles. Donc, on le connaît, il faut donc rechercher s'il y a des ascendants, avant là aussi le traitement, parce que ça va modifier notre attitude. Et puis, quel traitement ce père a-t-il eu? Est-ce qu'il n'a eu que des bêta-bloquants? A-t-il été opéré? Est-ce qu'il y a un traitement supplémentaire, etc. Car on sait aussi, encore que le père l'a depuis l'âge de 6 ou 10 ans, les glaucomes juvéniles à révélation tardive sont beaucoup moins évolutifs et finalement moins péjoratifs en termes de cécité. Donc la première question, elle est déjà d'essayer de comprendre ce qui s'est passé au niveau du père. Et dans cette question, trois questions vont être posées. Alors, la corticothérapie, fortement accélérée par la corticothérapie générale. Alors, on sait que les corticoïdes locaux, on l'a vu déjà ce matin, je ne vais pas y revenir, sont hypertonisants. Là, on est dans une forme de thérapeutique par voie générale. Habituellement, cette hypertonie est retardée, elle est inconstante chez l'adulte, elle n'est pas systématique, on sait qu'il y a des patients répondeurs ou non, elle est surtout décalée dans le temps. Mais parfois, et notamment chez l'enfant, quand vous reprenez les études pharmacologiques, il est montré que chez l'enfant, les pics pressionnels et les atteintes au niveau trabéculaire peuvent être beaucoup plus précoces, et notamment en dessous de 6 ans. Par contre, l'enfant, à l'époque, doit avoir 12 ou 13 ans, et on n'a pas non plus, dans ce que le cas clinique nous rapporte, de notion de cataracte. Donc est-ce que la corticothérapie, par voie générale, traitée pendant plusieurs mois, 3 à 4 mois avant que tu revoies le patient, Xavier, est-ce que cette corticothérapie peut t'expliquer complètement? Car durant une hospitalisation dans un service d'hématologie infantile, on peut imaginer que l'observance thérapeutique a été moindre et que le traitement n'ait pas été forcément suivi aussi bien que le traitement général, très contraignant et très difficile à supporter pour un jeune enfant et sa famille. Et puis on sait, et ça c'est un point très important, que l'évolution du glaucome juvénile peut être relativement stable pendant plusieurs mois et années, et brutalement, en quelques mois, voire moins d'une année, aboutir très rapidement à une cécité. Malheureusement, des cas dans le service à l'époque de mon patron Pierre-François étaient des cas que nous connaissions et qui avaient fait que la prise en charge de cette pathologie était tout à fait particulière chez nous. Donc, je reprends un petit peu cet historique. On voit que le traitement, les flèches ne sont plus apparues. On voit, et jusqu'à à peu près cette fin d'année, parce que la presbytie, oui, il n'y a pas que l'Alzheimer, la presbytie tape aussi. Vous voyez que la différence entre septembre 2014 et novembre 2014, donc en l'espace de 2 mois, vous avez une réelle évolution. Or, il semble que cette évolution soit après la reprise en charge du patient, alors qu'il avait déjà eu sa corticothérapie. Donc je ne suis pas complètement convaincu que la corticothérapie était le seul facteur. Je pense qu'il y a forcément aussi peut-être une évolution spontanée de la pathologie qui fait que celle-ci a pu s'aggraver de façon assez rapide et assez brutale, heureusement diagnostiquée, et malgré un traitement par bêta-bloquant. Alors, en matière de première intention, désolé, on a voulu tout enchaîner, mais il y a des symboles qui ont sauté. Le traitement de bêta-bloquant est-il le traitement de première intention? L'AMM aujourd'hui, je dirais assez vite, n'est autorisé après que pour les prostaglandines, les analogues de prostaglandine. Et le latanoprost était la première molécule. Le travoprost vient de l'avoir de façon très récente. Et donc on sait qu'aujourd'hui, les prostaglandines sont le seul traitement. C'est évident que les bêta-bloquants ont servi de référence et de comparaison dans l'étude, mais si vous regardez bien, elle est sous responsabilité du médecin prescripteur, comme toute thérapeutique chez l'enfant ou dans les populations non testées. Et en 2015, la seule molécule ayant une AMM est l'analogue de prostaglandine. On a eu une approche par l'agence du médicament de l'époque sur les IAC qui n'a pas débouché, donc je n'ai pas eu de réponse à ce niveau. Les alpha-agonistes sont là aussi, désolé pour le symbole qui a disparu, sont à proscrire chez l'enfant par le passage par voie au niveau de la matière hématoménagée avec des risques généraux, notamment de somnolence, qui sont donc une contre-indication.
Alors, quelle association thérapeutique privilégiée en cas d'aggravation du glaucome? Je dirais que dans ce cas, de toute façon, le traitement du glaucome juvénile est chirurgical. Il a été montré dans la littérature que, du fait de cette physiopathologie très particulière qui mime le glaucome cortisonique, quelle que soit la technique, quelle que soit la chirurgie, les résultats font baisser la pression artérielle et peuvent guérir la pathologie. C'est le seul cas de glaucome particulier qui guérit et qui limite l'évolution péjorative vers la cécité de ces jeunes patients. Et à l'époque, la trabéculectomie, la thèse de Bernard Motte dans le service, avait montré que les patients étaient totalement stabilisés pendant très nombreuses années. Donc, alors que chez un enfant, on sait que la filtration est un élément difficile à contrôler, mais c'est une atteinte trabéculaire très particulière. Alors le traitement médical, il précède, mais en général, il précède de peu de temps, voire il est instauré si on a une pression cible non atteinte, mais le traitement médical n'est qu'un élément qui va précéder, et dans le cas de cet enfant, la chirurgie étant donné l'évolution de son champ visuel, et je le répète, ne connaissant pas le statut visuel du père, est-ce que le père a le même tableau? Est-ce qu'il a été opéré? Avec des résultats intéressants, ceci nous orientera bien entendu. Mais le traitement est, dans son cas, je ne proposerai pas une association thérapeutique, l'intervention chirurgicale est de mise. Donc en conclusion, ce glaucome juvénile vrai, familial, potentiellement cécitant, avec ses antécédents familiaux, faut-il aller jusqu'à la définition génétique de la pathologie? On sait que, notamment dans la région de Nantes, vous avez les moyens techniques et biologiques pour le faire, et il ne faudra pas attendre. C'est l'attention oculaire et son évolution rapide dans des valeurs élevées, certes pouvant être tolérées quelques mois chez un enfant anéroptique, car il ne s'agit pas d'une neuropathie dégénérative, mais une hypertonie sévère au niveau de cette tête du nerf optique. Mais le cap des fins, au-delà de 20 mm de mercure sur une pachymétrie normale, peut être considéré comme pathologique. Nathalie vient d'en parler. Et le problème étant le temps qu'il va la tolérer. Il est évident que l'observance et la mise en place d'un traitement local chez un enfant ne peut être que provisoire. Et donc le traitement est avant tout chirurgical. Je vous remercie.